Bonjour, bienvenue sur le Cercle de l'IMO. Aujourd'hui, je suis avec Mélanie Quinault, clerc de notaire sur Orléans. Elle va nous expliquer un petit peu toutes les phases de son métier, tout ce qu'elle doit organiser et comment elle assiste le notaire dans les rendez-vous tous les jours. Bonjour Mélanie, déjà, bonjour bienvenue. Anthony, merci de me recevoir chez toi. Avec plaisir. Déjà pour commencer, donc tu es clerc de notaire, oui, comme je disais. C'est ça. Qu'est-ce que c'est un clerc de notaire au global? Qu'est-ce que ça fait? Alors, beaucoup de choses, des fois insoupçonnées par beaucoup de gens. Alors, le métier en lui-même consiste à rédiger les actes qu'en fait le notaire va recevoir ensuite devant les clients. Mais tu te doutes bien, enfin toi tu le sais, je le sais, mais avant la rédaction de l'acte, il y a énormément de travail préparatoire. Et donc notre travail consiste aussi en un gros travail de vérification, quoi. Vérification des pièces que les clients ou les mandataires, agents immobiliers vont nous fournir. Mais il y a aussi nous-mêmes sollicitation de certains documents. Ok, donc en fait, vous en amont, c'est vraiment la vérification du bon déroulement des choses pour l'avenir, entre guillemets, pour la suite des signatures. C'est ça. Après, nous, notre métier, en fait, on est vraiment, généralement, on est quand même un des premiers contacts des fois avec le client. Donc, on va essayer aussi de comprendre son projet pour, tu vois, pouvoir l'aiguiller au mieux et lui dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez concrètement, qu'est-ce que vous voulez pas, ok, ça j'ai compris. Et donc, pouvoir, nous, derrière, adapter la rédaction en fonction de ce que veulent les gens, ça c'est hyper important. Et puis leur dire aussi des fois si c'est possible ou pas possible. Parce que des fois, ça arrive que on te demande certains montages qui sont pas du tout réalisables. Okay. Donc c'est aussi beaucoup de conseils en fait. Oui, énormément. Ouais. Ok, donc notamment sur le droit, je suppose. Ah oui, essentiellement. Donc ça tombe bien parce que ma prochaine question, c'était pour être clerc de notaire. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire comme étude? Alors, le mieux forcément, c'est d'avoir fait des études de droit. Après, il y a tout profil. En fait, il y a des gens qui n'ont pas forcément fait de longues études, d'autres qui vont avoir fait un cursus plus classique, par exemple une licence de droit, donc en 3 ans à la faculté avec un master de droit, d'autres non, pas de master. Après, le parcours aujourd'hui collaborateur de notaire, clerc de notaire, il s'est vraiment affiné parce qu'en fait, ils ont créé des diplômes dédiés, on va dire. Donc, si tu veux, ce qui est mon cas, moi, du coup, j'ai fait un BTS notariat, donc en 2 ans, forcément. Et après, j'ai fait une licence pro, métier du notariat. Métier du notariat. Ouais, ah oui, donc vraiment spécifique au notariat. Ah oui, c'est très dédié. Okay. Et donc ça, c'est tout le parcours collaborateur. Mais en soi, avec un BTS, tu peux être embauché comme clerc. D'accord. Voilà. Ah oui, donc c'est pas comme les avocats, parce que les avocats, eux, ils ont des spécificités dans leur domaine, mais il y a du droit quand même. Oui, mais alors, si tu veux, nous, on est généralistes. Donc, en fait, nos diplômes, par exemple, tout ce qui va être le BTS, la licence, c'est vraiment, on touche à un peu un large panel du droit notarial, quoi, si tu veux. De tout ce que tu vas rencontrer tous les jours dans les études. Ok, donc en fait, ce que tu dis, si on fait le lien très simple, tu viens de dire le généraliste. En gros, vous êtes le médecin généraliste. Vous faites un peu tout. Ou le notaire, entre guillemets, serait le médecin généraliste. Et après, on a les professions très spécifiques. C'est ça. Ok. Alors après, il y a des notaires qui vont être spécialisés, forcément. On a tous notre domaine de prédilection. Il y en a qui préfèrent l'immobilier, d'autres qui sont meilleurs en droit de la famille, en droit des affaires, etc. Mais normalement, on sait tout faire. Et on sait tout faire. Ok. Le métier de notaire, c'est un très vieux métier. Ça remonte, si on remonte vraiment dans tout ce qu'on nous apprend à l'école, en déontologie et tout ça, ça remonte en Égypte. Ah ouais. Les premières sources, c'est les tabellions. Donc en fait, ceux qui écrivaient, et les scribes, tu vois, ceux qui écrivaient sur des tablettes. Ok. Voilà. Donc déjà à l'époque, alors on disait pas que c'était un notaire, tu vois. Oui, ça avait un autre nom, j'imagine. Ouais, mais ils faisaient la même chose, moins poussé qu'aujourd'hui. Il y a toujours eu cette volonté en fait de retranscrire. En fait, nous, on est là pour retranscrire ce que veulent les gens. Tu vois, c'est pour ça qu'aussi le notariat c'est un métier de service public, c'est parce que on est là pour aider les gens, retranscrire ce qu'ils veulent dans des contrats et sécuriser, faire en sorte que tous ces contrats soient sécurisés. Ouais. Oui, c'est quand c'est signé chez un notaire, c'est prouvé quoi. On peut pas dire que non, ça n'a pas été fait. Exactement. Plus personnellement, pourquoi
tu t'es dit, tiens, je vais faire du notariat, je vais être clerc de notaire, peut-être notaire un jour, j'en sais rien, mais Normalement. voilà, tu vois. Mais pourquoi Et bah pourquoi le notariat? Parce que alors déjà le droit m'intéressait. Parce qu'en fait, je trouve que quand tu fais du droit, tu touches à énormément de choses et en fait, ça t'apprend, ça te permet de comprendre plein de choses sur la vie qui t'entoure. Ou quand t'es très jeune, tu t'as pas toutes les clés, tu vois. Donc en fait, aller vers le droit déjà, c'était avoir des clés pour comprendre certaines choses. Et après, pourquoi le notariat? Parce que le notariat, en fait, ce que j'aimais bien, c'était vraiment la dimension humaine où en fait, t'accompagnais les gens. Parce qu'en fait, le notaire, il accompagne les gens dans des moments super de leur vie, les achats immobiliers, les contrats de mariage, les adoptions. Maintenant, il y a les adoptions? Ouais. C'est le notaire qui fait les adoptions? Maintenant, ouais. C'est assez récent, mais pas alors, il y a pas que le notaire, mais en tout cas, en fait, si tu veux, le but, au fil des années, le but, c'est de déjudiciariser un maximum de choses, et dont les adoptions, la procréation médicalement assistée, etc. Maintenant, on fait des actes, en fait, assez spécifiques. Et donc, il y avait tout ce côté-là que j'aimais bien. Bon, après, il y a aussi des trucs moins cool, hein. Tu vois, le deuil, les décès, les successions, les séparations, les divorces, voilà, ça, c'est moins drôle, mais c'est toujours ce côté un peu accompagner les gens, en fait, qui m'a plu et qui me plaît toujours. Ouais. Donc l'accompagnement, mais un peu en back-office, comme on dirait en anglais, parce que c'est pas toi qui rencontre les gens, en fait, tu reçois jamais les gens en rendez-vous. C'est très rare. Après, moi, à mon niveau, c'est très rare. Après, des fois, pour quelques premiers renseignements, si par exemple, mon patron est pas disponible, ça m'arrive. Après, je suis pas fermée, mais c'est vrai que généralement, c'est mieux quand même qu'il rencontre le notaire, qui, lui, saura les conseiller au mieux, quoi. Et c'est pas frustrant, ça, des fois? De se dire, mince, j'ai géré un dossier, c'était super compliqué, il y a eu ci, il y a eu ça m'a pris des heures, je me suis pris la tête dans mon bureau, puis à la fin, ça signe, tout le monde est content, et moi, je suis même pas là pour le voir. C'est une question de point de vue, parce que il y a des gens, en fait, qui vont être très contents toute leur vie durant de vraiment être, comme tu dis, en back-office, et de conseiller soit par mail, soit par téléphone, rencontrer, mais très peu, d'être un peu dans leur petite bulle. Et il y a des gens qui vont plus avoir envie d'aller au-devant, ce qui est un peu mon cas. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais vraiment arrêté d'aller à l'école, et que j'y suis encore. Ouais. Et que normalement, dans peu de temps, j'aurai le diplôme de notaire. J'espère, en tout cas. Ok. Et pour être notaire, par exemple, c'est combien d'années d'études, en gros? Là, moi, en tout, j'en serais rendue à Bac+8. Ah, quand même. Ouais. Donc, pour être notaire, faut Bac+8. Ouais, alors après, si je réfléchis, parce que moi, j'ai pas fait un cursus classique, du coup, vu que j'ai fait le cursus collaborateur, en gros, j'ai fait BTS, licence pro, j'ai fait le diplôme de premier clerc, donc pour avoir en gros le plus haut diplôme niveau collaborateur, et après, j'ai fait quoi? J'ai repris un master que j'ai eu l'année dernière. Et donc là, j'ai mes 2 ans de DESN. Mais donc, en l'occurrence, 5, 6, 7, c'est 7 ans, on va dire, le parcours classique. Ah ouais, quand même. Alors après, ce qui te diplôme, à la fin, c'est un mémoire, en fait, t'as une soutenance. Parce que, si tu veux, t'as tes années d'école, tes modules. En plus, le diplôme a été réformé il y a pas longtemps, donc ça a beaucoup évolué par rapport à l'ancien diplôme de notaire. Mais du coup, ce qui finalise ton diplôme de notaire, c'est ton mémoire. Okay. Voilà. Mais c'est des études assez longues. Et donc toi, dans ton métier tous les jours, tu me parlais tout à l'heure, voilà, vous êtes généraliste, vous faites aussi bien le droit de la famille que le droit immobilier, par exemple. Ouais. Toi, tu préfères faire quoi? L'immobilier, ouais. Ouais. Okay. Alors, c'est un peu. Moi, j'ai commencé en fait en immo complexe. En gros, quand je suis arrivée là où je travaille encore actuellement, on m'a dit, tu vas faire de l'immo complexe. Donc moi, autant te dire que j'avais fait ni IMO classique ni IMO complexe. Je suis un peu arrivée, j'ai découvert, parce qu'en gros, là où je travaille, je suis arrivée moi en tant que assistante secrétaire. Et donc là, maintenant, ça fait un peu plus de 8 ans que je suis là-bas. Ok. Donc quand j'ai commencé, généralement, on te donne des dossiers en IMO, souvent un peu plus classiques. Et donc là, moi, on m'a dit, voilà, tu vas faire un peu plus de complexe. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai fait un peu de tout.
Et complexe, ça veut dire quoi? Je sais pas, par rapport à une vente lambda d'une maison sans difficulté. IMO, alors non, c'est pas du tout vente lambda maison sans difficulté, parce qu'en fait maintenant on dit, en fait il y a une mauvaise terminologie de dire IMO complexe, IMO simple, parce que ça existe pas. Tous les dossiers ont tous des particularités, même les ventes, comme tu dis, de maisons classiques, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc. C'est clair. Et mais non, en fait, IMO complexe, moi, ce que j'entends par IMO complexe, c'est vraiment tout ce qui est immobilier professionnel avec les professionnels. Donc, par exemple, ça va être monter des lotissements, des ZAC, des copro, programmes immobiliers neufs. C'est aussi beaucoup de programmes avec des marchands de biens. Par exemple, des pros qui viennent te voir, qui te disent, voilà, je suis intéressé par tel foncier, qui te demandent des conseils. Ça, j'adore faire ça. Ça, vraiment, j'adore. Mais bon, après, j'en fais de moins en moins parce que maintenant, je fais un peu de tout. Je me force à faire autre chose que de l'IMO, tu vois. Ok. Il faut pas faire que de l'IMO. Bah non, faut pas rester enfermé que dans un truc. C'est ça. Faut sortir de sa zone de confort. Exactement. Ou élargir sa zone de confort. Tout dépend comment on voit les choses. Oui, c'est vrai. Voilà, t'as raison. Donc, pour en revenir à un côté assez global, donc dans ton métier, si on prend l'exemple de l'immobilier, exemple bête, tu reçois un dossier, voilà, il faut signer la promesse de vente. Voilà, tu reçois le dossier. Là, qu'est-ce qui se passe à partir du moment où le dossier là, admettons, il est complet. On va pas partir dans ces folies là, mais il est complet. Qu'est-ce qu'on fait? On est au stade avant de signer la promesse de vente. Donc on apporte un dossier qui est complet. C'est ça. Bah déjà, première chose, c'est vérifier qu'il soit complet. Parce que voilà, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ouais, non, c'est vérifier qu'il soit complet, être sûr que toutes les pièces soient toujours en cours de validité, notamment les diagnostics, parce que il y a des durées de validité, donc être sûr que voilà, tout soit encore dans les clous. Être sûr que les accords qui ont été convenus entre vendeurs et acquéreurs, ça soit bien ok, tout le monde soit ok sur ce qu'ils veulent. Et après, on commence à potasser tout ça, quoi. On regarde le titre. Enfin, moi, tout le monde, hein, je dis moi, mais une des premières choses qu'on regarde, c'est le titre de propriété. Donc c'est pour ça que souvent, en fait, dans les études, quand un mandataire IMO, agent IMO, vendeur, particulier, tout ce que tu veux, le premier truc qu'on va demander, c'est le titre. Oui, pour être sûr que tu as bien affaire à la bonne personne. Alors déjà, et puis le titre complet pour voir nous ce qu'on vend, voir ce qui a été enfin généralement en fait, on se base en gros bêtement sur ce qui a été fait avant par le confrère précédent, et donc on va regarder si par exemple il avait prévu je sais pas des clauses particulières qui pourraient du coup poser des difficultés nous dans la vente qu'on doit réaliser là. Alors ça va être je sais pas, ou des servitudes à rappeler, tu vois. Par exemple, je sais pas, mais c'est quelque chose de bête, mais quand tu vends ton bien, si t'as une vieille servitude qui date des années 60 et qu'en fait, ça arrive des fois, elle a plus forcément lieu d'être parce que la configuration a changé ou voilà, tu vas avoir, tu te dois en fait d'informer l'acquéreur. Et des fois, c'est vrai que quand tu dis ça à un acquéreur, il y a une servitude, tout de suite, c'est un peu... Donc, tu vois, il vaut mieux, c'est pour ça que nous, on fasse ce travail d'étude préalable avant la signature du compromis, c'est même nécessaire, et comme ça au moins on informe au mieux. Oui, il n'y a pas de mauvaise surprise au dernier moment, quoi. Non, on évite les mauvaises surprises au dernier moment. Et donc là, parce que c'est agréable pour personne. Quand tu disais je vérifie le titre de propriété, je sais pas, est-ce que ça t'est déjà arrivé, je sais pas, comme tu disais, bon là il y a l'exemple de la servitude, mauvaise nouvelle, mais je sais pas que tu reçoives un titre de propriété, que je sais pas le nom soit pas le même que celui qui veut vendre ou qui manque des gens, alors, ou que il y a peut-être eu, je sais pas moi, un divorce entre les deux, mais un truc jamais fini, voilà, ce genre de choses. Est-ce que ça arrive? Alors, le nom soit pas le même, ça m'est jamais arrivé, heureusement. Non, on sait jamais, des fois que j'avais entendu parler une fois, un locataire avait vendu un bien. C'est arrivé, alors il y a longtemps. Ah oui? Oui, tu pourras regarder sur Internet. Ok, d'accord. Tu vois comme quoi c'était possible. Mais non, oui, alors le truc qui arrive assez souvent, c'est par exemple, ça m'est encore arrivé il y a pas longtemps. On vend une maison, donc on m'apporte le dossier, et donc on me dit voilà, en gros j'ai un couple d'acquéreurs et j'ai une vendresse. Bon, jusque là classique. Je monte mon dossier, etc. J'avais un titre de propriété que j'ai lu, etc., qui date des années 80, bref. Je regarde, et au bout d'un moment, je me dis, mais c'est bizarre. Enfin, tu vois, en faisant mes investigations, parce qu'en fait, on fait des investigations, du coup, sur... on regarde forcément ce que les gens nous amènent comme documents, mais on a aussi, nous, accès à des services dédiés, par exemple le cadastre,
Et donc sur le cadastre, tu as le nom des propriétaires. Et donc à chaque fois qu'on ouvre un dossier, que ce soit succession, vente, tout ce que tu veux, dès qu'il y a un bien immobilier, on va voir. Donc on regarde les références cadastrales du bien, la contenance, etc. Et on regarde qui au cadastre apparaît propriétaire. Et là, en l'occurrence, moi j'avais une discordance. Alors je sais plus trop comment je me suis aperçue du truc, mais en fait j'avais une discordance. Bref, il me manquait 3 vendeurs parce qu'en gros, monsieur était décédé et la maman, elle avait juste oublié de me dire qu'en fait ses enfants étaient du coup aussi propriétaires du bien, quoi. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, parce que sur le cadastre, vous avez ces informations-là. Oui, des fois ça Quand il y a ressort. une succession, c'est mis à Quand jour. on est chanceux, oui, quand on est chanceux. Des fois non. Des fois alors après, des fois nous on suppose parce que t'as des dates de naissance. En fait, sur le cadastre, t'as l'identité, la date de naissance, l'adresse auquel parce que le cadastre fonctionne avec les impôts et donc c'est les impôts qui alimentent le cadastre en gros. D'accord. Et donc si tu veux, t'as des fois par exemple des dates de naissance très anciennes, on se doute qu'il y a de fortes chances que la personne soit décédée et là on se dit si c'est pas à jour, c'est que la succession a certainement pas été réglée. Oui, donc dans ce cas-là, faut régler la succession avant de vendre, je suppose. Enfin, oui. Trouver au moins les héritiers, quoi. Oui, alors c'est ça. Donc il faut en fait vérifier. Là, tu fais ton petit travail d'enquêteur en disant alors il y a quelque chose qui me semble bizarre. Donc en fait, on pose beaucoup de questions aux gens. Alors des fois, les gens doivent se dire punaise, mais il est pénible le notaire ou elle est pénible. Pourquoi elle me pose toutes ces questions? Mais nous, c'est simplement des fois pour comprendre parce que les gens ont l'historique de leur propre situation, mais nous, c'est pas le cas. Bah oui. Donc voilà. Non, mais après oui, ça arrive. Donc là, ça m'est arrivé il y a pas longtemps. En fait, j'avais pas un vendeur, j'en avais 4. Donc après, heureusement pour moi, la succession avait été réglée. Ok. Donc ça va. Ouais. J'ai des cas, il m'est déjà arrivé des cas un peu plus compliqués où ça avait pas été réglé. Oui, et puis j'imagine que des fois, notamment dans les successions, il doit y avoir un peu des tensions. Quand il y a, notamment quand il y a un peu d'argent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je constate de mon côté de la barrière. Quand il y a des successions avec un peu de patrimoine, c'est parfois un peu compliqué. Alors, en fait, oui et non, parce que des fois, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un énorme patrimoine. Pour qu'il y ait des problèmes? En fait, tu sais, les successions, c'est avant tout une histoire de famille. Enfin, c'est des histoires de famille. Donc, souvent, les décès, mais ça, c'est chez tout le monde pareil, hein, ça fait remonter des vieux souvenirs, des fois très bons, des fois très mauvais. Et en fait, quand les gens sont plus là, il y a certaines personnes qui se permettent de remettre ces sujets-là sur la table et des fois, selon comment ils sont amenés, etc., avec les formes ou non. Donc en fait, des fois, le patrimoine, c'est même pas tant le problème, le cœur du problème. Non, ouais. Et justement, sur les successions comme ça, parce que maintenant, il y a de plus en plus de familles remariées, de parents remariés qui ont des enfants de plusieurs mariages ou non mariés, hein, peu importe. Ouais. Est-ce que ça a changé de votre point de vue à vous sur les successions aujourd'hui ou ça va arriver dans les années à venir, ça, les remariages, les choses comme ça, parce que j'imagine que c'est là où c'est un peu compliqué. Quand quelqu'un apprend, comme tu disais tout à l'heure, qu'en fait, il a un demi-frère, par exemple, ou une demi-sœur ou quelque chose. Oui. Ça, effectivement, oui, ça va changer la gestion des dossiers. Ouais, c'est sûr, ça sera pas hyper simple. Après, on le voit déjà. Hein, on a déjà le cas. Bon, après, malheureusement, ça fait partie aussi de l'évolution du cours de la vie. Enfin, c'est mal dit, l'évolution du cours de la vie, mais on va dire les mœurs évoluent, tu vois. Ouais. Donc, mais le truc que je te racontais tout à l'heure, en fait, c'est pas une famille recomposée comme on l'entend là à l'heure actuelle, tu vois. C'est un vieil historique où on s'est rendu compte pendant le rendez-vous que en fait il y avait eu un premier mariage. En fait, on avait un héritier en face de nous et on s'est rendu compte qu'il y avait eu un premier mariage et que lui, il n'avait pas connaissance de cette première union. Et ça, comment vous le voyez? En fait, s'il n'était pas marié, par exemple, monsieur décède, il a 2 enfants, mais il en avait eu un avant. Mais il a jamais été marié. Comment vous savez qu'il a eu un enfant avant? Ça c'est du déclaratif. Malheureusement. En fait, en gros, si tu veux, nous, dans les successions, quand on fait le premier acte que l'on fait, c'est ce qu'on appelle l'acte de notoriété. Donc, dans l'acte de notoriété, on va désigner qui sont les héritiers du défunt. Donc, on va dire, toi, ton papa est décédé, vous étiez 3, il laisse pour lui succéder ses 3 enfants. Et quand les gens sont devant nous, on leur demande, est-ce que vous avez, à votre connaissance, d'autres frères et sœurs?
Donc c'est déclaratif. Donc c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens malhonnêtes, oui, qui s'amusent à te dire non, je suis tout seul moi. Mais c'est pas forcément le cas. Alors quand là, nous, comment on l'a vu? Heureusement, comme tu dis, il y avait eu un premier mariage, puis un second. Donc en fait, ce qui nous a alertés, c'est que on avait cette mention du mariage, du premier mariage, et on avait une mention très succincte du divorce. En fait, normalement, sur les extraits d'acte de naissance, en fait, tout est écrit sur ton extrait d'acte de naissance. Donc avant, les gens ils se mariaient systématiquement. Comme tu dis, maintenant c'est plus le cas. Ben oui. Mais bon, après avec le Pacs, si tu te Pacs, ça se voit parce que tu vas avoir la mention du Pacs sur ton extrait d'acte de naissance et la mention de la dissolution du Pacs. Ah ouais, tout est écrit. Ouais, c'est écrit. Par contre, si t'es concubin, ça sera jamais écrit. Hein. Comme les tutelles. Les tutelles, il y a une mention sur le mention répertoire civil, ouais. Et donc là, sur l'extrait d'acte de naissance, on a aussi, par exemple, parce que je vais bientôt être papa, quand je suis papa, ce sera écrit? Non. Bah ça sera pas écrit. C'est sur ton... Alors, sur l'acte de naissance nous, comment on vous a dit, tiens, est-ce qu'il aurait pas eu un enfant à tout hasard? Exactement. Ok, d'accord. En fait, on s'est dit, si tu veux, il y avait une mention très succincte du divorce où normalement, quand t'as une mention complète, c'est écrit le lieu du tribunal qui a rendu le jugement de divorce et la date. Et là, il y avait vraiment une mention, juste la date. Divorcez-le, pouf, point barre. On s'est dit, c'est bizarre. Et en fait, quand on a fait coïncider donc la date du premier mariage, la date du divorce, déjà, on s'est dit, entre les deux, il y a un délai raisonnable où on peut faire un enfant, voire plusieurs. Okay. Donc on s'est dit bon, d'accord, et donc on a posé la question à plusieurs reprises à la personne qu'on avait en face de nous, qui nous a dit non, bah en tout cas pas à ma connaissance. Et on s'est dit ça vaut quand même le coup de creuser, donc on a creusé un peu, et en fait en faisant nos petites enquêtes avec les extraits d'acte de naissance et en demandant copie du jugement de divorce, on a eu confirmation qu'il y avait bien un enfant d'un premier lit, ce qu'on appelle. Après, on n'avait pas son identité, mais on a réussi quand même à retrouver son identité là récemment. Donc voilà. Donc forcément. Ça doit être la sacrée surprise pour, celui qui était en face de vous, qui était pas au courant. Oui. Bah oui. C'est pas des situations faciles à vivre parce que t'as des gens qui vont très bien le prendre. T'as des gens qui ont été fils ou filles uniques toute leur vie et qui vont se dire génial, je vais enfin avoir un frère ou une sœur que j'ai jamais eu. Il y en a qui veulent renouer. Et d'autres qui te diront plutôt oula, je veux pas du tout avoir affaire à cette personne, c'est un inconnu finalement, ils se sont jamais rencontrés. Bah oui. Donc après voilà, là on en est au stade où on a retrouvé le premier enfant. Après je sais pas s'ils auront vraiment le souhait de se rencontrer, on verra, ça c'est pas. Nous on prend pas de décision. On n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour recomposer, reconstituer les familles. Nous on est là pour dire voilà, on a un défunt, il n'y a pas un héritier mais deux. Donc maintenant, on doit faire la transmission du patrimoine du défunt à 2 personnes et non pas à une. Voilà, pour que personne soit lésé. Et donc là, comme ça, pour terminer sur la partie des successions, vous faites parfois appel au généalogiste. Ouais. À quel moment vous faites appel au généalogiste? Parce que là, comme tu disais, vous avez retrouvé un héritier. Oui. Mais à quel moment? Parce que si vous faites appel à un généalogiste, j'imagine. Oui. Que en fait vous savez pas s'il y a quelqu'un, si. Ah bah en fait on fait appel à un au généalogiste dans plusieurs cas qu'on soupçonne pas forcément. Donc cas classique, retrouver un ou plusieurs héritiers. En fait généralement ce qu'on leur demande c'est une confirmation de la dévolution. Donc la dévolution c'est ce que je te disais qui apparaît dans l'acte de notoriété. Qui est l'héritier du défunt? Donc en fait, eux, ils vont commencer un travail d'investigation en disant bon, on va remonter, donc ils nous font un bel arbre généalogique bien fait, etc. Et nous, une fois qu'on a ça, on peut commencer à travailler le dossier en disant c'est bon, on est sûr que soit il y a pas d'héritier, soit il y en a, ou voilà. Mais ça va être, par exemple, t'as des cas en fait beaucoup plus fréquents où je sais pas. Là, nous, entre guillemets, je dis on a eu de la chance parce que dans mon cas. L'héritier, on l'a retrouvé par nous-mêmes déjà, et on l'a localisé entre guillemets assez facilement. Par contre, si on n'arrivait pas à le localiser, on était obligé de prendre un généalogiste, parce qu'en fait, il y avait trop d'indices qui nous disaient que oui, il y avait bien eu un premier enfant, mais des fois, tu le localises pas, ou tu le localises, mais par exemple, il va être décédé. Et là, s'il est décédé, il faut que tu t'assures que lui-même n'a pas laissé d'enfant.
Parce qu'en fait, sinon, ces enfants peuvent être appelés, enfin, c'est pas peuvent, c'est sont appelés à la succession de leur grand-père, du coup, là, en l'occurrence. Et donc, généralement, on fait appel à un généalogiste pour ça aussi, pour qu'il nous retrouve tout ce petit monde et qu'il nous confirme la dévolution. Après, moi, ça m'est arrivé des cas un peu plus particuliers de faire appel à un généalogiste pour reconstituer une origine de propriété sur un immeuble. En fait, parce que t'avais pas l'origine suffisante sur le titre de propriété du défunt. C'est hyper compliqué. En fait, j'avais, en gros, nous, quand on vend un immeuble, enfin, on doit s'assurer d'une origine de propriété sur 30 ans en arrière. Et donc, moi, j'avais plein d'éléments discordants, en fait, où c'était toujours pareil, c'était une succession, où en fait, le fils me disait, voilà, moi, ma mère, elle est propriétaire de tel immeuble. D'accord. Donnez-moi le titre de propriété. Je ne l'ai pas. Bon, je dis, c'est pas grave, je vais le chercher. Enfin, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, nous, on cherche au niveau du fichier immobilier, à la publicité foncière. On étudie toutes les fiches, les vieilles fiches, etc. Et donc, généralement, quand tu fais ça, tu arrives à peu près à t'y retrouver, à retrouver la mention de ce titre de propriété. Sauf qu'il arrive des fois que, quand les actes, notamment, sont plus vieux que 1956, en fait, ils soient pas répertoriés au fichier immobilier. Donc là, pour retrouver la trace, c'est très compliqué. Et en fait, moi, c'était mon cas. Je retrouvais aucune mention du titre de propriété. Mais par contre, cette dame, justement, au cadastre et aux impôts, elle était bien identifiée comme la propriétaire du bien. Et en fait, pourquoi elle était identifiée comme la propriétaire du bien, j'ai compris après, c'est que, oui, elle recevait chez elle les taxes foncières et elle les payait. Donc, le cadastre s'est dit, les impôts se sont dit, oui, c'est elle paye. Donc, on va la mettre, tu vois, du coup, ils ont mis, ce que je te disais tout à l'heure, ils alimentent le cadastre grâce aux impôts. Et donc, du coup, là, dans ce cas-là, j'ai été obligée de faire appel à un généalogiste pour qu'il me retrouve mon origine de propriété. Donc, on l'avait mandaté, ce fameux généalogiste, pour qu'il nous retrouve l'origine de propriété du bien. En fait, nous expliquer comment, nous, la défunte, elle était devenue propriétaire de cet immeuble. Et en fait, il s'est avéré que l'immeuble lui appartenait que pour moitié indivise. Il y avait une autre partie de sa famille qui en était propriétaire. Et donc, en fait... moi, mon héritier, il n'était pas seul décisionnaire sur ce bien immobilier. Donc, si tu veux, il pouvait pas vendre tout seul, etc. Ouais. Ils étaient deux au final. Donc, après, c'était pas. Donc, c'est pour ça, on les mandate pour pas mal de choses en fait. Ok. Donc voilà. Après, en termes de responsabilité, quand on fait ton métier, est-ce qu'on peut juridiquement être responsable d'une erreur ou de quelque chose qu'on n'aurait pas vu En tant que clerc de notaire, tu veux dire? Ou c'est le notaire qui va encadrer 100% du risque? Malheureusement, malheureusement. Après, c'est une question de point de vue, mais c'est le notaire en fait qui prend la responsabilité. Parce qu'en fait, il doit vérifier le travail qu'on produit. Et puis après, je te dirais pas que voilà, nous en tant que collaborateurs, c'est finger in the nose, on peut se permettre de faire des énormités. C'est totalement faux. Mais en fait, on doit assurer nous qu'il n'y ait pas de responsabilité entachée pour l'étude. Okay. En fait, si tu veux, on raisonne pas seulement à notre niveau, on raisonne pour l'intégralité de la structure. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est là aussi pour dire, en tout cas, moi, c'est ma vision de voir les choses. Je travaille de sorte à ce qu'il n'y ait pas de problème et que ça se passe le mieux possible. J'essaye, en tout cas. Ouais, non, c'est normal, c'est normal, parce que bon, tout est délicat dans votre métier. Par exemple, on pourra jamais dire c'est elle qui a fait la faute, c'est sa responsabilité, parce qu'en fait, non, vu que je suis que collaboratrice, là, pour l'instant, j'ai pas de responsabilité. Par contre, dès que tu passes notaire, c'est autre chose. Oui, ce que j'allais dire, parce que au final, le notaire parfois se retrouve entre guillemets responsable de certaines choses. Oui. Alors que dans 90% des cas, le notaire ne voit jamais le bien. La maison, T'as des exemples? Moi, d'erreur qui est arrivée? Ouais, non, mais de responsabilité ou de choses où, comme tu dis, des fois le notaire se retrouve. Je sais pas, non, j'ai pas d'exemple comme ça qui me vient en tête, mais j'en entends parler parce que j'ai vu des interviews de notaires, j'ai vu parfois en discutant avec certains notaires sur Orléans, j'ai rencontré un notaire, alors, il m'a fait beaucoup rire, bon, qui est pas sur Orléans, mais qui m'a fait beaucoup rire. Il me dit j'adore ce métier.
je déteste les notaires. C'était génial. Il me dit, je déteste. Bon, après, voilà, il avait ses raisons de dire ça et voilà, c'est dans son esprit à lui, mais d'autres notaires après m'ont aussi dit, moi, j'adore ce métier puisqu'on est là pour conseiller les gens, pour assurer une continuité aux choses. Ouais, mais il dit, il y en a beaucoup qui disent, on est assis sur une bombe. Parce que s'il y a une erreur, s'il y a un problème, le notaire va se retrouver responsable. Alors que parfois, il n'avait même pas l'information de telle ou telle chose. On le voit des fois, les histoires sur le cadastre du bien qui est à cheval sur le terrain d'à côté. Voilà, ça j'ai déjà vu ça, mais ça, je me dis comment c'est possible. Bah oui, mais en fait ça fait partie du travail d'investigation. En gros, on doit mais le notaire aussi. C'est quand je dis on doit, je parle notaire comme collaborateur, effectuer un gros travail d'investigation de sorte à en fait éliminer un énorme pourcentage de causes de responsabilité, quoi, si tu veux. Donc là, ce que tu me dis, le bien qui est construit à cheval sur le terrain du voisin, bah ça on peut le voir. Puisque tu le sais, quand tu viens faire des lectures d'actes ou tu vas chez les confrères faire les lectures, systématiquement, l'une des premières pièces qu'on regarde, c'est le plan de cadastre. Ouais. Et parce que le plan de cadastre, en fait, c'est un peu comme la radio, tu vois, chez le médecin. On regarde que rien, tout soit à sa place, justement que ce soit pas chez le voisin. Parce que là, si jamais c'est chez le voisin, bah on doit dire oula, petit problème. Il va peut-être falloir qu'on régularise ça avant que vous puissiez vendre à monsieur et madame untel, tu vois. Et est-ce qu'il y a des choses que des clients ont essayé un peu de pas dire, de mettre sous le tapis, de choses qui seraient pas totalement autorisées, totalement légales? Je prends un exemple tout bête, mais un bâti construit qui n'a jamais été déclaré, par exemple. Alors, je parle pas du cabinet de jardin. Je parle du garage de 50 mètres carrés qui a été construit et jamais déclaré et qu'on va essayer de faire en sorte que ça se voit pas chez le notaire. Bah, ça se verra, déjà, mais il y aura un problème. Déjà, là, maintenant, en 2026, mais ça vaut pour avant, faut arrêter de penser que, en fait, on le verra pas parce que Google Maps nous aide beaucoup. On est tous pareils. On va sur Google Maps, sur Google Earth, voilà. Donc déjà, ça, on le verra, forcément. Et puis, ce qui est bien avec Google Maps, je crois que c'est Maps qui fait ça, t'as l'historique. Par exemple, t'as les photos de 2010, 2012, 2013, et si t'es chanceux, t'as une photo quasiment tous les ans. Donc en fait, les travaux, on les voit. Si t'as mis des Velux alors qu'avant t'avais pas de Velux, on va le voir. Et pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà volontairement essayé de dissimuler? Volontairement, je saurais pas te dire. Après, pas donner l'information de prime abord, oui, c'est déjà arrivé. Où en fait, des fois, on dit, bah c'est marrant, ça y était pas avant. Ah oui. J'ai oublié de le dire. Alors après, voilà, j'incrimine personne parce que des fois, t'as des constructions où, je sais pas, tu le fais il y a 20 ans, tu vis avec tous les jours, je sais pas, t'agrandis le bout de ton garage où tu fermes, tu vois, une petite contre-allée chez toi pour mettre, je sais pas, un carport ou ce genre de bêtises. Bah ouais, tu t'en rappelles plus, quoi, que t'as fait ça. Ah oui, fallait le déclarer, bon, bah... Alors par contre, je trouve que ça, c'est pas... En fait, mais ça vaut pour tout, les gens devraient être beaucoup plus informés sur ça. Je suis carrément d'accord, ouais. Sur les travaux. Sur les travaux, parce qu'en fait, dans la vie quotidienne, ça va pas t'empêcher de vivre chez toi, de pas déclarer que t'as fait une piscine, de pas déclarer que t'as fait une véranda ou quoi. Ça va pas t'empêcher d'exploiter ta maison. Mais par contre, le problème, c'est que, en fait, quand tu vas vouloir revendre, si t'as pas moi, ce que j'appelle une situation administrative, carré de chez carré, avec, par exemple, j'ai construit une piscine, j'ai fait la déclaration en mairie, j'ai déclaré l'achèvement, ils m'ont dit que tout était conforme, tout est bon. En fait, si t'as pas tout ça, tu vas perdre du temps quand tu vas vouloir vendre ton bien, parce que du coup, en fonction de la date de tes travaux, nous, on va vouloir à ce que tu régularises, ton acquéreur, il va vouloir que tu régularises. C'est souvent l'acquéreur, d'ailleurs, qui prend la décision. Bien sûr, oui. Et puis, si toi, tu veux pas régulariser parce que la paperasse, ça t'agace, en fait, faut aussi bien considérer que ça fait perdre de la valeur à ton bien. Bah oui. Moi, je trouve, en tout cas. Bah oui, bien sûr. Et puis surtout que c'est peut-être parfois là où le problème arrive. Ouais. Réponse de la mairie, bah non monsieur, vous êtes sur un secteur, vous n'avez pas le droit de la construire, la piscine. Voilà, ouais, ça peut être ça. Ou vous avez fait une extension qui est un peu trop grande, tu vois, vous avez agrandi de X mètres carrés, sur le secteur, vous pouvez agrandir que de temps.
Et là, Donc- dans ce cas-là, c'est soit l'acheteur dit ferme les yeux, je suis informé que j'achète et j'en fais mon affaire personnelle, Mm. soit en fait la vente s'arrête. Parce que l'acheteur peut dire bah non, C'est moi ça. effectivement comme la mairie dit non, moi je veux pas C'est prendre ça. le risque de. Bah alors en fait et nous c'est à ce moment-là où on intervient, on dit voilà ce qui se passe, voilà les sanctions qui peuvent découler de la situation. Donc on rappelle les sanctions. Alors on leur dit clairement parce que généralement les mairies c'est ce qu'elles font. On leur dit voilà si vous demain vous voulez construire je sais pas quelque chose, agrandir, surélever votre toit, il se peut qu'on vous le refuse parce que la situation d'avant n'a pas été déclarée en mairie. Donc quand toi-même tu n'as pas fait les travaux, que c'est à toi de régulariser, compliqué. Compliqué. Et notamment parce que là, toute cette histoire de travaux, ça fonctionne aussi pour les fenêtres, la porte d'entrée, le portail, la clôture. Parce qu'en fait, ça arrive très souvent ça dans notre métier. Parce qu'en fait, souvent les gens pensent que les travaux qu'on doit déclarer, c'est extension, voilà. Ou je construis surélévation, ma maison. Voilà. je construis ma maison, je fais une piscine. Ça, les piscines, ça va, c'est bien assimilé. Mais en fait, en gros, tout ce qu'on doit déclarer, c'est tout ce qui modifie ce qu'on peut voir de l'extérieur. Donc, tu changes tes volets. Si tu les remets pas à l'identique, tu dois déclarer. Si tu changes tes Velux, par exemple, tu passes de Velux bois à Velux PVC blanc, bah oui, tu dois déclarer. Et en fait, c'est des petites choses où, comme tu dis, le portail ou la clôture, c'est des choses que, voilà, il faut assimiler et se dire, ah bah voilà, je vais peut-être prendre juste 5 minutes de ma journée pour poser la question à la mairie, parce que c'est elle qui est la mieux amenée à renseigner, et dire, voilà, au moins comme ça, les gens sont bien aiguillés, quoi, si tu veux. Ouais, parce que c'est vrai que les gens le savent pas. Hein. Non, la plupart du temps, ils le savent pas. 90-15% des clients ne le savent pas. Alors, je sais que beaucoup se fient aussi aux artisans qui vont mandater. Alors, pourquoi tu rigoles? L'artisan, il l'a fait, c'est que c'est bon, hein. Ouais. Alors après, voilà, moi je me dis déjà, moi je vérifie, je leur dis de toute façon quoi qu'il arrive, je vais vérifier. Et puis c'est surtout que des fois les artisans disent non, c'est bon, pas besoin de déclarer et tout. Alors je jette pas la pierre parce qu'ils sont pas tous comme ça, mais bon après voilà, en fait il faut poser les questions aux bonnes personnes. Bah bien sûr, et puis même pour en revenir à l'artisan, mine de rien, c'est un boulot. Oui, puis c'est pas son métier. Ah non, c'est pas son métier, puis c'est un boulot, ça prend du temps. On attend la réponse, c'est long. Non. Ça veut dire que si le client veut changer ses fenêtres dans un mois, bah non, monsieur dame, déjà le délai pour vous c'est 1 mois. Qui nous demande pas une pièce complémentaire, ça va être 1 mois et demi. Puis une fois qu'on a l'accord, ça y est, on peut faire. Après, oui, toi t'es parti dans l'optique où l'artisan carrément il aide à déposer le truc. Moi ça j'en ai jamais vu. Hein. Ah oui, non, mais si jamais il faisait pour le client, ou même le client le fait. Forcément, en termes de délai, ok, messieurs, dames, le devis, c'est ça. Par contre, faut attendre que vous ayez le retour de la mairie. Ah, non, la mairie, elle veut pas parce qu'il y a ça qui va pas. Faut tout anticiper, en fait. Ouais. Et donc, ça peut être vite compliqué, en fait. Oui, malheureusement. Presque, on est stressé. Enfin, moi, j'ai vu des gens sur des biens. Oui, mais non, monsieur Brochet. Bon, vous verrez chez le notaire. Ah, le notaire. Ah oui, vous aviez raison, monsieur Brochet. Attendez, vous voulez bien nous aider à faire la déclaration en mairie? Oui, on va le faire. Les gens sont en panique jusqu'à ce qu'ils reçoivent le papier de la mairie qui leur dit oui, c'est bon, il n'y a pas de problème pour vos fenêtres PVC blanches, c'est validé. Même si moi, j'avais pas trop de doutes sur certains secteurs. Après, il y a des secteurs en centre-ville. J'ai eu le cas sur une vente. On met des volets roulants sous linteau, comme on appelle ça, donc extérieur, en plein quartier, beau quartier d'Orléans. Qu'est-ce qui s'est passé? La mairie l'a refusé. Bah oui. Et là, c'est souvent la surprise au rendez-vous de signature. Qu'est-ce qu'on fait, quoi? À vous, monsieur l'acquéreur, est-ce que vous décidez d'acheter quand même ou pas? Je pense que c'est important de se dire, en fait, il vaut mieux, comme je disais, voilà, anticiper un maximum, poser la question avant de faire ses travaux, plutôt que d'arriver sur le fait accompli, de plus avoir de solution. T'as vendu ton bien, t'as pas le choix parce que potentiellement t'as un autre projet derrière. Et en fait, toutes ces phases-là, si tu veux, ça peut être des sujets à négociation que t'aurais pu anticiper. Et du coup, avoir une situation administrative parfaite et pas de problème. Ouais, c'est ça. Voilà. De toute façon, on le voit dans les dossiers, si tout a été traité en amont, que tout a été dit, en général, ça se passe bien. Oui. C'est que quand il y a des trucs qu'on n'a pas dit, là, c'est la mauvaise surprise à la promesse de vente ou la mauvaise surprise entre-temps, un papier, une déclaration de travaux, un truc. Les gens ont peur.
Ouais. Et ce que je comprends, hein, quand on est acquéreur, qu'on va mettre 200, 300 000 euros sur Bah une maison, on a c'est l'achat peur. d'une vie, c'est normal. Et bah, soit effectivement on est sujet à négociation, on retravaille le prix, soit bah, on perd un acquéreur parce que Oui, t'as raison. C'est vrai que j'avais même pas pensé. Tartampion a oublié de sûr. dire que il y avait telle ou telle particularité. Ouais. Ouais. Notamment, j'ai un de mes collègues qui a eu une difficulté. Donc eux, ils n'ont pas perdu l'acquéreur parce que l'acquéreur souhaitait vraiment la maison. Il y avait une servitude de vue qui datait de Mathusalem. Ah, tu vois, quand je te dis, il y avait des servitudes. Et en fait, qui permettait aux voisins de s'assurer que le bien vendu, personne ne pouvait planter un arbre, personne ne pouvait construire, personne ne pouvait faire quelque chose sur cet axe-là de chez lui. Je ne savais même pas que ça existait. Parce que ça lui bouchait le jour ou quelque chose. C'était une servitude de jour ou de vue? Même pas de vue. Simplement que à l'époque, ce que le notaire a trouvé comme information, c'est que le terrain appartenait à une seule et même famille. Il y a eu une division et les frères entre eux se sont dit bah tiens ok, toi tu prends ça, moi je prends ça. Par contre on va se mettre une petite servitude pour que moi je sois sûr qu'à long terme il pousse pas une maison dans ma belle vue sur la campagne ou qu'il n'y ait pas des arbres et qui gâchent ma vue. Je vois. Et ça, personne l'avait vu. Et en fait, bah, au moment de la promesse de vente, le notaire appelle mon collègue, dit bah au fait, il y a une servitude de vue là. Il faudrait en parler à votre acquéreur. Et l'acquéreur, oh bah non, il dit je vais pas. Et donc ça a été la croix à la bannière pour pouvoir annuler cette servitude de vue. Du coup, qui a coûté, je crois, 7 500 € au vendeur. Aux voisins pour que cette servitude soit retirée. Ah oui, ok, d'accord. Voilà. Oui, parce que c'est ça. En fait, à l'époque, elle a été constituée dans un cadre familial, donc tu te dis bon, on n'aura pas de problème. Sauf qu'en fait, bah, les servitudes suivent les immeubles. En fait, ils suivent pas les gens. Et donc, quand les gens sont partis, la servitude, elle est restée. C'est ça. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des gens lambda qui, bah, sûrement les voisins, peut-être, j'imagine, si ça a été annulé, on n'avait pas grand-chose à faire, mais. Non, bah non, ils s'en fichaient en fait parce que en plus le morceau du terrain concerné n'était pas constructible, donc il n'y avait pas de risque de voir pousser une maison devant chez soi. Simplement, l'acheteur s'est dit bah ouais mais moi demain si j'ai envie de planter un cerisier et que dans 10 ans il fait 15 mètres de haut et que le voisin se plaint parce qu'il a une servitude de vue alors que j'avais pas le droit, il dit voilà j'ai pas envie de ce genre de choses. Et donc les vendeuses, donc c'était un héritage, bah, elles ont payé le voisin 7 500 €, ça fait de l'argent quand même pour en retirer une servitude. Oui, tout à fait. Mais après, bon, les servitudes, il y a tout un tas de sortes. Les servitudes de passage aussi, les vieilles servitudes que aujourd'hui, moi, je vois dans mon travail, les vendeurs me disent « Oh oui, bah il y a ça, mais bon, de toute façon, on n'a jamais vu personne passer. » Malheureusement. Je dis « Oui, mais bon, là, votre portail, comment vous faites ?» Bah en fait, c'est le voisin qui a la servitude, il a une clé. Je dis oui, donc moi, il faut que j'explique aux acquéreurs que le voisin a la clé de votre portail parce qu'il bénéficie d'une servitude ici, donc il a le droit de passer. Donc forcément, il y a un impact sur le prix du bien, c'est normal. Bah oui. Et les vendeurs, non, parce que comme je vous dis, il passe jamais. Je dis oui, mais demain, le monsieur, il est vieux, il va décéder. Les gens qui vont acheter auront le droit de passer ici. Donc si eux, ils passent. Et encore, il a donné la clé au voisin. Il a pas muré en disant personne n'est jamais passé, personne ne passera plus. Ça arrive. Ouais, ça t'est arrivé sur des dossiers? J'en avais eu un, où alors moi c'était pas une servitude, c'était une cour commune indivise, si je dis pas de bêtises, dans un petit bled, un petit village, pardon. Et donc, en gros, une cour commune où, je crois qu'il y avait 2 ou 3 propriétaires qui avaient l'accès à cette cour commune. Et sauf qu'il y a une personne parmi ces 3 propriétaires qui a décrété que la cour commune était à elle. Donc, en fait, elle avait fermé les accès et tout, mais sauf que moi, le bien, nous, du dossier, il était inaccessible, quoi, à cause de cette personne. Donc après, ça, quand c'est comme ça, tu peux faire constater l'enclave, tu vois. Ouais, par un huissier. Voilà, par un huissier. Et puis, c'est surtout que, en fait, tout le monde me disait, non, mais cette cour commune, il y a aucune mention. En fait, il y a aucune mention. Et moi, je l'ai retrouvée très facilement. Si, il y avait bien une mention. La cour commune est à tout le monde. Et voilà. Et oui, il y avait un accès, quoi. C'était écrit, droit de passage sur la cour commune pour accéder. Mais ce qui était normal, puisque, en fait, les lieux avaient pas bougé depuis X années. Et donc, si t'avais pas ce droit d'accès, tu pouvais simplement pas accéder à chez toi. Donc, mais ouais, ça arrive. Je m'en fous. Sur la partie vente, pourquoi en moyenne, alors sortie de ça la partie financement, mais pourquoi en moyenne on attend 3 mois entre un compromis ou une promesse et la vente définitive? Vous faites quoi à ce moment-là?
Parce que comme tu disais, vous faites plein d'investigations Ouais. avant. Mais là, Oui. à ce moment-là, il Ah, se passe on quoi continue, après? on Ah ouais, vous continue. continuez Ouais. les Non, investigations. alors en gros, c'est que si tu veux déjà pourquoi 2 mois, on va dire que la raison principale dans les ventes immobilières, c'est les droits de préemption. Donc les droits de préemption, c'est en gros un droit de priorité qui est conféré à un tiers. Donc par exemple, le tiers, ça peut être une mairie, ça peut être la SAFER, si on est soumis dans le secteur à une SAFER, si on est en zone agricole. Ça peut être par sécurité, on met toujours un délai de 2 mois. Et généralement, ce délai de 2 mois, au final, les gens le voient pas trop, puisque la plupart du temps, ils montent leur financement en parallèle. Donc, soient informés de la vente du bien et puissent renoncer à l'acquisition. Donc en fait, le droit de préemption qu'on rencontre le plus souvent, nous, surtout sur le secteur, c'est celui de la mairie. Donc nous, en fait, quand on signe compromis ou promesse, on envoie le droit de préemption, enfin on purge ce qu'on appelle le droit de préemption au bénéfice de la mairie. Et donc la mairie, elle a un délai de 2 mois pour répondre. Donc il y a des mairies des fois qui répondent avant et d'autres qui répondent au bout de 2 mois, d'autres qui répondent pas. Donc voilà. Mais le délai à retenir, c'est 2 mois. Ah oui, donc c'est ce qui fait qu'on a ce délai quand on a la préemption Ouais. qui est incompressible tant qu'on n'a pas la mairie. On a un peut pas délai, faire. voilà, on a un délai incompressible et bah voilà, après c'est la mairie qui décide donc de quand est-ce qu'elle va répondre. Donc comme je te dis, des fois elle répond sous 3 semaines, mais moi quand on a les gens dans le bureau pour signer la promesse, d'habitude on sait que certaines communes elles mettent plus ou moins longtemps à répondre, bah on va dire oui, bon, généralement elles répondent assez rapidement, mais après on peut pas l'assurer à 100%, tu vois. Ouais. Mais des fois ça arrive que les gens soient prêts avant nous. Parce que les organismes, en fait, malheureusement, nous ont pas forcément répondu ou comme la SAFER, par exemple. Comme la SAFER. Alors en fait, la SAFER, généralement, quand tu leur envoies le droit de préemption, tu leur le notifies. Donc ils ont tout pareil, 2 mois pour te répondre, mais la SAFER en fait ne répond pas. Donc c'est-à-dire que toi tu peux passer ta vente qu'une fois le délai de 2 mois expiré, tu vois, passé. Ce qui fait que les gens des fois sont prêts avant, en fait, parce que les financements vont très vite. Le prêt est obtenu. Ils nous disent ah c'est bon, on peut signer. Bah non, parce que en fait la SAFER n'a pas répondu. Et si tu dis à la SAFER voilà moi mes petits acquéreurs sont pressés. Donc ouais, et donc du coup, la SAFER, en gros, elle propose un système où elle peut renoncer par anticipation de son délai de 2 mois, mais par contre, il faut que tu la payes. Il faut que tu payes l'organisme. Ok, ouais. Pour qu'ils répondent. Oui. Super. Et pour préciser sur la préemption, parce que tu étais sur la préemption, oui. Tu parlais des différents cas, et moi je voulais que tu nous confirmes quelque chose, c'est le droit de préemption du locataire. D'accord. Voilà. Je vais essayer de pas dire de bêtises parce que c'est assez compliqué. Il y a 2 cas. Je prends le cas de je vends mon appartement, j'ai un locataire à l'intérieur. Moi, ça me va. Donc, je vends ça à un client qui, lui, achètera avec le locataire à l'intérieur. Donc, je vends pour un investissement. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, je demande à mon locataire de partir. Donc, je respecte bien toutes les règles. Tu nous diras après. Les délais, toutes ces choses-là. Je lui dis, vous allez partir parce que moi, je veux vendre. Donc, je lui demande, je lui dépose un congé pour vente, comme on appelle ça. Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la différence entre les deux? Dans le cas où je vends en demandant à mon locataire de partir et l'autre, je vends avec mon locataire en place. Il y a un des cas où, en gros, tu demandes à ton locataire de s'en aller de l'appartement et un où tu le maintiens en place. En fait, ça change rien pour lui. Oui, non, pour lui, ça ne change pas. Oui. Si je lui demande de partir, faut qu'il fasse ses valises quand même. Ah, dans les 2 cas, tu veux que ton locataire s'en aille? Si dans le cas où je lui dis, je vous donne congé, donc il faut que vous soyez parti dans 6 mois, et l'autre, je lui donne pas congé. Moi, pour vendre, en termes de contraintes de préemption, quelle est la différence entre les deux? Dans un cas, il y aura pas de droit de préemption au bénéfice de ton locataire, et dans un cas, en fait, tu lui ouvres un droit de préemption. En gros, tu lui dis, je vends l'appartement moyennant tel prix. Est-ce que vous êtes acquéreur? Si oui, vous avez tant de temps pour vous positionner. Dans le cadre où, effectivement, je lui donne congé pour vente. Oui. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Mais si je lui donne pas congé pour vente, que je vends l'appartement loué, dans ce cas-là, il n'y a rien. Il n'y a pas de droit de préemption. Parce que j'ai souvent des gens qui me certifient qu'il faut demander d'abord à son locataire avant de vendre. Ah non. Voilà. Tu me confirmes bien. Oui, je te confirme. On vend louer, en fait. En fait, tu vends louer. En gros, si tu veux, le droit de préemption, il est là pour protéger. Donc là, en l'occurrence, pour le locataire, c'est si tu veux, quand tu lui dis je vends
je vends moyennant tel prix, en fait, tu lui dis, voilà, je te le propose en priorité, à tel prix. Si tu es acquéreur, tu peux te positionner. Donc, par contre, si tu ne l'es pas, bah, quitte les lieux, parce que je veux vendre un appartement vide. Voilà. Mais par contre, si tu lui changes pas sa façon de vivre et que tu lui dis, bah, voilà, je vais vendre, enfin, tu lui dis même pas d'ailleurs, t'es même pas obligé. Alors après, tu seras obligé de l'informer parce que s'il faut Mais faire bien des sûr, diagnostics, bien etc., puis par correction quand même. Mais non, mais après, sinon, non, tu n'es pas obligé Voilà. il y a pas de droit de préemption qui s'ouvre si tu vends un appartement avec un locataire en place. Voilà. Il faut que toi, tu lui notifies un congé pour vendre. Parce qu'en fait, le congé pour vendre, ce qui génère, c'est un départ du locataire. Au bout d'une certaine durée, en fonction de la date à laquelle ton bail a été signé. Oui, c'est ça, la date à laquelle ton bail a Ouais, été c'est ça. signé. Parce que c'est au moins 6 mois Ouais, c'est au avant la moins date 6 anniversaire mois. du bail. Voilà, c'est Sur ça. un vendu, enfin sur un bien nu, quoi, C'est ça. classique, un bail, Ouais. pardon, un bail Oui, oui, classique. oui. Après, il y a plein de cas de particularité. Là, Oui. je t'avoue Quand les que- gens ont un certain âge, quand ceci, quand Voilà. cela, faut être capable de leur retrouver le bien équivalent à un Faut que tu puisses loyer les reloger. équivalent. Ouais, tout à Voilà. fait. Donc ça peut vite devenir compliqué, effectivement. Eh ben super, merci. Bah écoute, merci à toi. Et puis à bientôt, À bientôt. au prochain dossier. C'est ça.